question s'adresse à Madame la Ministre de la Santé. Quand il y a des morts, on ne fait pas remonter l'info aux autorités. Si ça ne fait pas trop de bruit, on met l'incident sous le tapis. Voilà ce que nous dit désabusé, dégoûté, un chef de service des urgences. Et on m'écrit. Je peux d'abord demander au Conseil d'arrêter de rigoler. Vous êtes en Et puis train je de... veux dire autre chose, il est très gentil le président de la République. Il est très gentil. Parce qu'il nous laisse des libertés, et tout le monde sait très bien que s'il nous les retirait, personne ne dirait rien. Mesdames et messieurs, bienvenue sur MPLP. Aujourd'hui, c'est une édition spéciale car j'ai une histoire à vous raconter. Pas une histoire d'amour romantique ou de télé-réalité, mais l'histoire d'un peuple depuis des décennies qui est persécuté et qui aujourd'hui a été libéré. J'aimerais tellement vous dire qu'il s'agit du peuple français, mais ça ne sera pas le cas. Mais je peux vous dire que c'est la région de Koursk, plus précisément, la ville de Soudja. Et si tu es un pro-Macron, anti-Trump et fan de Zelensky, tu peux déjà t'en aller parce que là, on va parler de la Russie. Du courage et de l'audace dont a fait preuve son armée et son artillerie dans cette région de Koursk. Mesdames et messieurs, cette histoire va être écrite dans les annales concernant les tactiques militaires des plus audacieuses et sophistiquées qui n'aient jamais existé. Accrochez-vous, tout de suite, on commence. Alors vous l'avez bien compris, la région de Koursk, c'est compliqué puisqu'elle est à la limite de la frontière de la Russie et c'est une région qui est convoitée depuis la Seconde Guerre mondiale. Et oui, mesdames et messieurs, pour connaître la suite, il faut commencer par le commencement. Donc nous allons pour ce faire partir vers la Seconde Guerre mondiale, 1943, et revenir de nos jours en 2025. Certains le savent, mais d'autres l'ignorent encore. Historiquement, Soudja a été occupée par l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale à partir du 18 octobre 1941. La ville fut libérée par le front de l'armée rouge le 3 mars 1943. Cette libération s'inscrivait dans le cadre d'une contre-offensive soviétique plus large après la bataille de Stalingrad. Les forces soviétiques, profitant de l'affaiblissement des lignes allemandes, ont lancé des assauts coordonnés avec les unités d'infanterie, des blindés et le soutien de la flotte aérienne pour reprendre le territoire occupé dans la région de Koursk. La libération de Soudja a marqué la fin de plus d'un an d'occupation nazie, au cours de laquelle la population locale avait souffert de répression et de privation. Voyez-vous, depuis 1943, déjà, le peuple et la population de Koursk, de la région de Koursk, subissaient déjà des pressions par rapport aux nazis. Donc, l'opération de dénazification de Vladimir Poutine commence déjà depuis 1943, quand on regarde bien, puisqu'il nous a dit que les nazis sont encore présents en Ukraine. Donc déjà, en 1943, l'armée soviétique avait fait preuve d'audace et de courage pour réussir à venir à bout des nazis qui avaient occupé donc la région de Koursk. Nous pouvons glisser gentiment vers le contexte récent, donc la guerre russo-ukrainienne de 2024-2025. Plus précisément, pour revenir toujours et encore à Soudja, qui a été au cœur des combats lors de la guerre, notamment à partir d'août 2024, lorsque les forces ukrainiennes ont lancé une offensive surprise dans l'oblast de Koursk. Voici comment les événements se sont déroulés, culminant avec la libération de la ville par les forces russes en mars 2025. Le 6 août 2024, les troupes ukrainiennes ont traversé la frontière russe dans une incursion inattendue, prenant le contrôle de plusieurs localités, dont Soudja, le 8 août. Le 15 août, le représentant, je dirais le président, Zelensky, on a compris, a annoncé que ses forces avaient libéré et pris le contrôle complet de la ville, une cité de 5500 habitants située à une dizaine de kilomètres de la frontière. Cette offensive, la plus importante opération, rappelons-le, étrangère sur le sol russe depuis la Seconde Guerre mondiale, visait à détourner les ressources russes du front est ukrainien et à renforcer la position de Kiev dans d'éventuelles négociations que l'on constate qui ont lieu aujourd'hui, mais pas de leur fait. Les Ukrainiens ont établi une administration militaire à Soudja, signe de leur intention de s'y implanter durablement. La ville est restée sous contrôle ukrainien pendant plusieurs mois, bien que des combats intenses et des bombardements russes aient forcé une grande partie de la population à fuir. Voilà comment nos médias français ont repris un peu l'histoire et l'ont arrangé à leur manière en disant « Regardez ce que font les Russes ». Cependant, n'oublions pas le contexte.
les habitants de la région de Koursk étaient sous pression de la part des Ukrainiens depuis août 2024, pour remettre un peu les choses dans le contexte. Et nous arrivons enfin en début mars 2025. Les forces russes, appuyées par des unités nord-coréennes, ont accentué leur pression sur la poche ukrainienne dans l'oblast de Koursk. Elles ont avancé de l'ouest et au sud-est de Soudja, ciblant les routes de ravitaillement clés, notamment la R200 reliant Soumy en Ukraine à Soudja. Et une autre route secondaire. Des assauts multiples ont permis de percer les défenses ukrainiennes. Je vous explique. Ils ont bombardé les zones où était placée la défense ukrainienne en masse. Ils les ont bombardés avec la flotte aérienne en masse. Et ils ont attaqué sur les fronts où ils étaient déjà présents. Pendant ce temps, vous avez les images à l'écran, 800 hommes ont travaillé, ont discuté, ont vu des ingénieurs pour un plan, je dirais, boulu et audacieux, qui était de passer par un gazoduc désaffecté pour retomber directement dans la région de Koursk, en plein cœur de la région de Koursk. Ce qui veut dire, mesdames et messieurs, que 800 soldats sont passés dans un tuyau d'1,45 m avec du matériel à 800. Ils ont fini d'extraire le gaz qu'il y avait dans ce gazoduc. Donc il y a eu des brûlures, des comas, bref. Les forces russes sont tombées, pour quelques-uns d'entre eux, malades pour travailler, se sont brûlés aussi pour travailler à l'avancée de l'opération audacieuse dans ce gazoduc. Et ils y sont parvenus. Ils ont envoyé de l'air dans le gazoduc. Enfin, ils ont fait tout un système vraiment audacieux et courageux. Et 800 hommes ont déboulé dans le dos de la défense ukrainienne qui s'est retrouvée encerclée. Vous avez eu les images déjà hier dans mon Zap Info pour vous montrer qu'il y avait plusieurs, membres de l'armée ukrainienne qui se sont rendus. Pour la plupart, les autres ont fui sur des positions de repli telles qu'ils ont pu. Mais rendez-vous compte, mesdames et messieurs, 800 hommes dans un tuyau de 1,45 m avec du matériel sur plus de 15 km pour ressurgir dans le dos des Ukrainiens. Et enfin, comme en 1943, libérer la région de Koursk. Voyez-vous, cette opération est ingénieuse et boulue, parce qu'il faut être audacieux pour faire quelque chose comme ça. Et quand on arrive à un résultat comme ça, on appelle ça l'art de la guerre. Voilà pourquoi les soviétiques, les Russes, sont en avance sur nous puisqu'ils réfléchissent. Ils n'ont fait ni plus ni moins que reprendre une tactique de 1943, l'ont appliquée en 2025, et voilà où ils en sont. Avec 800 hommes bien placés et de l'artillerie tout autour, voilà ce qu'on peut faire. L'art de la guerre, mesdames et messieurs, propre. Et je vous mets aussi les images par la suite du peuple de Koursk qui s'est retrouvé face aux soldats russes. Et voyez-vous la joie qu'ils ont d'être enfin libérés de l'oppresseur ukrainien Zelensky qui les bombarde et qui les mutile, qui les affame, etc. depuis 2024 et bien avant, si on peut considérer les choses ainsi. Трубе диаметром 1 метр 40 сантиметров. 800 человек заходили в трубу на протяжении 4 суток. Это самый вкусный обед. Это лучшая работа в мире. Из-за большого количества людей кислорода стало меньше. Тяжело было всем, но мужики шли вперед. Как себя чувствуешь? Кашляю, задыхаюсь. Слушай, безусловно, это вписывается в историю. И огромный респект мужикам, которые проходят через это. Как бы это непреодолимо, в этом есть свой кайф. Безусловно, причем. То есть потом будет что детям рассказать? Конечно. Победа будет за нами, да? Все, ребята, работать надо, пойдемте. До штурма осталось часа 3. Работа продолжается. На выходе ждут несколько сотен человек. И несмотря ни на что, они дошли до конца. Перед рассветом на поверхности оказались около 300 человек. В течение дня вышли еще 500. Все остальное уже история. Оказавшись в тылу врага, наши военнослужащие закрепились в Судже. ВСУшникам пришлось оставлять позиции вокруг города. За пару суток российская армия освободила около 10 населенных пунктов. И с каждым часом продвигается все дальше. Ну а так ребята герои. Каждый герой, независимо от местоположения где-то. На Курске, в Часовом Яре, в Бахмуте, в Авдеевке, в Запорожье, в Херсоне. Все герои.
Амир Юсупов, Валентин Стуканок, Илья Репнин, Константин Митин, Светлана Ведяшкина. Первый канал. Et voilà, les images dans l'ordre chronologique, à la sortie donc du gazoduc. Vous l'avez en direct. Donc, que l'on soit clair, je ne suis pas en train de glorifier la guerre, puisque la guerre c'est moche, il y a des victimes qui ne demandent rien, et même les soldats impliqués n'y sont pour rien, c'est des pertes, dommages inutiles. Mais, dans un plan stratégique géopolitique de guerre, voyez-vous la supériorité des Russes. C'est cela aujourd'hui que je voulais soulever puisque la technique et la tactique employée, elle est audacieuse et elle paie puisqu'aujourd'hui ils arrivent à leur objectif. Je pense que toutes les armées du monde sont jalouses de pouvoir avoir un objectif aussi audacieux et d'y arriver en bon terme. Et je le rappelle, sans aucune perte russe. En tout cas, du côté de leur armée. Donc, l'audace a payé. Voilà, mesdames et messieurs, un peu quand une nation se met, comment dirais-je, au service de son peuple et veut atteindre son objectif, voilà de quoi elle est capable. Il faut que ce soit clair pour tout le monde. Ça peut vous paraître un peu dégueulasse, puisque là on parle un peu de mort, hein, de gens qui souffrent, etc. Mais il est important pour moi de relever ce fait, puisqu'on voit que le temps passe, mais l'histoire se répète. C'est sur cette révélation que je referme avec vous le dossier de la tactique russe concernant la région de Koursk et la ville de Soudja. Et par la suite, nous allons enchaîner sur le reste de l'info assez rapidement, puisqu'il y a des infos capitales que nous allons voir par la suite, concernant bien sûr notre chère France et concernant aussi cette histoire d'accord entre l'Ukraine et la Russie et les États-Unis, puisque Macron n'y est pas, même s'il continue de fatiguer tout le monde. On se rend bien compte que le dossier est quasiment plié si les Russes accèdent et qu'on accède aux conditions des Russes. Et Macron n'aura été pour rien dans cette histoire, un moulin à vent comme d'habitude. Mesdames et messieurs, bonne fin de vidéo et je vous dis à très bientôt sur MPLP. Merci de m'avoir regardé jusque-là. N'oubliez pas, abonnez-vous et partagez et laissez votre avis en commentaire. Votre avis est aussi important. N'hésitez pas à donner votre avis et ou à rectifier certaines informations qui vous sembleraient incorrectes. À ciao! Мы же знали, да. Он же у нас тут местный командир. Местный командир наш. Живой, здоровый, Ma question s'adresse à Madame la Ministre de la Santé. Quand il y a des morts, on ne fait pas remonter l'info aux autorités. Si ça ne fait pas trop de bruit, on met l'incident sous le tapis. Voilà ce que nous dit désabusé, dégoûté, un chef de service des urgences. Et on m'écrit. À Limoges, ce week-end, on a eu 90 personnes aux urgences. Ça veut donc dire qu'il y en avait 70 qui attendaient dans les couloirs. À Strasbourg, le taux d'occupation des lits est de 190%. Ils ont même installé une unité d'urgence sur le parking. À Carré, en Mayenne, à Pertuis, partout en France, les soignants sont dans la survie, des patients sont à l'agonie. À Necker, les médecins alertent. Un enfant meurt tous les mois, faute de pouvoir être opéré. Sur le seul mois de décembre 2022, 150 personnes seraient décédées aux urgences, faute de prise en charge. Et alors qu'un médecin déplorait un manque de moyens ce soir-là, à hier, le jeune Lucas, 25 ans, est décédé d'une septicémie après une nuit dans un couloir. Soignant en survie, patient à l'agonie et les drames se multiplient. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, assène le Premier ministre. Mais vous, quand est-ce que ça s'applique pour vous? Quand est-ce que vous allez réparer tout ce que vous avez détruit? Parce que si nous en sommes là, c'est de votre faute. Depuis 2017, vous avez supprimé 30 000 lits d'hospitalisation. Entre 2020 et 2022, le nombre d'infirmiers manquants est passé à 60 000. Une multiplication par 8. Vous les dégoûtez, ils partent. Pour les Français, c'est tu casses, tu répares. Mais pour le gouvernement, c'est tu casses et tu continues de casser. Alors que les soignants étouffent. En octobre, vous avez passé par 49.3 4 milliards d'euros d'économies sur leur dos. Les patients s'entassent dans les couloirs, parfois meurent dans ces couloirs, et vous proposez de faire payer encore plus cher l'accès à la santé. Madame la ministre,
Des gens peuvent décéder seuls sur des brancards, faute de prise en charge, faute de personnel. Alors combien de burn-out, combien de services fermés et combien de drames avant que vous ne réagissiez? Que je peux d'abord demander au Conseil d'arrêter de rigoler. Vous êtes en train de rigoler ici pendant que nous parlons de la mort de je ne sais pas combien de Palestiniens, d'une population qui se fait affamer, et vous êtes là en train de rigoler en faisant des blagues. Ce n'est pas drôle, des Palestiniens, c'est des êtres humains aussi. Vous devriez avoir honte. Et c'est ça ce qui est aujourd'hui la caractéristique de cette Union européenne, un mépris pour la vie des Palestiniens. Parce que oui, vous avez réussi à faire un discours en disant « Ah, la situation à Gaza s'empire », sans mentionner pourquoi elle s'empire. Et pourquoi est-ce qu'elle s'empire? C'est parce que Israël bloque toute aide humanitaire, toute nourriture et même l'électricité. Et qu'est-ce que ça veut dire? Sans électricité, pas de dessalination de l'eau et donc pas d'eau potable. Et donc les gens, les familles, les enfants n'ont pas d'eau potable et vous êtes là en train de rigoler. Comment est-ce possible, monsieur le ministre? Comment est-ce possible, s'il vous plaît? Alors aujourd'hui, cette complicité européenne et ce manque de respect pour la vie des Palestiniens doit se terminer parce que ça va se payer cash, je vous le promets. Je voudrais parler avec vous de la réaction de la France après cette annonce hier. Depuis la visite de Zelensky à la Maison-Blanche, Emmanuel Macron a soutenu le dirigeant ukrainien dans sa démarche vindicative face à Donald Trump. Maintenant, le président français s'attribue à nouveau les lauriers d'un pacifiste et s'aligne avec les Américains. La France a-t-elle une position définie dans ces négociations de paix selon vous ? Depuis le début, on sait bien qu'Emmanuel Macron est capable de dire tout et son contraire d'un jour sur l'autre. Après, effectivement, la prise de parti européenne, l'organisation de ces conférences, d'abord à Paris, ensuite à Londres, après à Bruxelles, qui n'ont rien donné, les discours bellicistes, nous allons réarmer, nous allons mettre 800 milliards d'euros dont on n'a pas le premier sou, on va les mettre sur la table pour réarmer l'Europe. Là, comme les Américains ont de nouveau dit ce qu'ils allaient faire, et je voudrais dire un mot d'ailleurs sur cette proposition, naturellement Emmanuel Macron s'aligne. Emmanuel Macron s'aligne. Alors je pense qu'il peut d'autant plus s'aligner, c'est que cette proposition américaine, en l'état, celle qu'on peut comprendre, est absurde. Cette proposition de cessez-le-feu est absurde parce que on présente ça comme une grande avancée, on propose une trêve, un cessez-le-feu d'1 mois, et c'est tout. Mais quel contenu? Comment vont se faire les discussions après? Qu'est-ce qu'il va se passer pendant ce mois? Les Américains auraient dit, par exemple, cessez-le-feu d'1 mois, mais on ne fournit plus notre aide, on ne fournit plus rien. C'était déjà un peu plus intéressant, mais là, ils vont reprendre toutes leurs aides, ce qui va permettre à l'Ukraine de souffler, de se réarmer, de se ressaisir, parce qu'elle est en très grande difficulté. Elle est en train de subir une défaite écrasante à course. Si tu es gentil, si par hasard quelqu'un qui le connaît nous écoute, est-ce que tu peux mettre le président français Emmanuel Macron au milieu des négociations qui nous lâchent la grappe? Toi, tu le mets au milieu. De temps en temps, tu glisses. C'est grâce à Emmanuel. C'est grâce à Emmanuel que les choses avancent. Sans Emmanuel, rien n'aurait été possible. Comme ça, on va avoir la paix. Il va arrêter de mettre sa cravate noire, de venir à la télé, nous gonfler avec une pseudo-guerre uniquement parce qu'il a une ambition européenne et qu'il a bien compris que pour fédérer une Europe dont personne ne veut aujourd'hui, l'Europe de la paix, l'Europe de la croissance, elle est où? Personne n'en veut. Ursula, personne n'en veut, qui décide qu'on va envoyer 800 milliards pour une pseudo-guerre. Moi, ce que je vous propose, d'abord, c'est un petit bilan psychiatrique à tous. Parce que je crois sincèrement qu'il y en a besoin. Parce que vous voyez des Russes de partout. Vous voyez des chars russes de partout, alors qu'il n'y a rien. Moi, en venant aux grandes gueules, je m'attendais à voir des chars russes. J'en ai pas vu. Je suis désolé. On est en paix. Les Russes ne nous menacent pas. Arrêtez de dire que Poutine ne respecte pas les accords. Parce qu'on est mal barré quand on n'a pas respecté les accords de Minsk. On est mal barré quand on n'a pas respecté les accords après la guerre froide, où on s'est engagé à ce qu'il n'y ait aucune base américaine en Ukraine, et que derrière, on n'en a eu rien à foutre, on en a installé. Donc, si les Russes ne respectent pas les accords, nous non plus. Donc, on verra bien ce qui se passera. Mais arrêtez, la guerre, c'est la fin du monde. Alors, les ambitions de chacun, on n'en a rien à foutre. La guerre, c'est la fin du monde. C'est Poutine qui l'a déclenché, la guerre. Non, on l'a fait déclencher la guerre. Tu n'as pas le droit de dire ça. J'ai le droit de le dire et je vais te le dire 2 fois. C'est Poutine, l'envahisseur. Taisez-vous, malheureux. En 2013, la CIA a fait un coup d'État en Ukraine. Va parler au Donbass, va parler aux populations russes du Donbass qui se faisaient bombarder sans arrêt. Va parler aux populations. Je parle pas du Donbass, je parle de l'Ukraine. Et la guerre. Poutine voulait aller jusqu'à Kiev. La première chose qu'ont fait les Ukrainiens quand la guerre a été déclarée, une grande partie, c'est de se réfugier en Russie. Et le Donbass, c'est 70%. Arrêtons de dire la guerre a été amenée par les Américains. Ah bon, d'accord. Poutine est rentré dans le jeu, mais c'est pas aussi simple qu'on dit. Je vois que la propagande russe va jusqu'à Toulon. Mais non, sûrement. C'est une réalité. Parce que les accords de Minsk ont été respectés. Je te dis que
l'envahisseur, c'est Poutine. Et Poutine, c'est pas le Donbass qui l'intéressait, il voulait aller jusqu'à Kiev, il voulait faire chuter Zelensky. Zelensky a été mis en place grâce à la résistance courageuse des soldats ukrainiens, aidés par les Américains et les Européens, il n'a conquis que 18% du territoire. Mais sinon, s'il n'y avait pas eu ça, aujourd'hui, Poutine serait à Kiev. Et je te rappelle aussi qu'on parle de mec arrête de reprendre les éléments de langage de la propagande de Poutine. Aujourd'hui, on parle de mec qui n'est pas élu, Zelensky, qui a annulé les élections, donc il ne représente rien du tout. Il y a la guerre. Bien sûr, ça l'arrange bien. Tu sais qu'en Grande-Bretagne, pendant la on parle du pays mondiale... le plus corrompu d'Europe et on parle de mecs qui sont corrompus. Je vais à Miami. Quand tu vas à Miami, tout le monde rigole. C'est vrai que la Russie n'est pas un pays corrompu. La villa de Zelensky à 30 millions de dollars. Voilà, tout le monde le sait. C'est vrai que la Russie n'est pas un pays corrompu et que Poutine n'est pas l'un des hommes les plus riches du monde. Je dis que c'est pas aussi simple que ce que nous allons présenter dans les médias mainstream. C'est pas aussi simple que tu racontes. Et je vais donner simplement une référence historique. Poutine n'est pas le gentil. Voilà. Mais moi, mon problème aujourd'hui, c'est qu'on arrête cette économie de guerre à la con et qu'on arrête de piller la France et de nous dire qu'on va s'appauvrir et qu'on va tout perdre. On a besoin d'hôpitaux, on a besoin de policiers, on a besoin de profs dans les écoles, on n'a pas besoin de canons. Moi, je suis d'accord pour payer plus d'impôts, mais pas pour acheter des canons, parce que les canons, ça a juste une particularité, c'est que ça tue les gens.